J'aimerais que vous regardiez les images à Batiam, parce que là, elles sont encore plus spectaculaires qu'à Tel Aviv. C'était hier, ce quartier où on voit que ce missile iranien a réussi à frapper. Et oui, oui, il y a une prise de risque, c'est-à-dire on a peut-être sous-estimé la capacité de l'Iran. Alors peut-être politique demain, comme le dit Gérard Roux, mais en tout cas dans l'immédiat, la capacité militaire. Oui, elle a sûrement été sous-estimée puisque effectivement les frappes iraniennes font mal. Mais ce qu'on entend dire aussi en Ouais, Israël, c'est qu'ils espèrent que ça sera la dernière guerre je le redis. et que pour Israël, c'est un peu la stratégie du poulpe, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé les tentacules et maintenant ils frappent à la tête. Les tentacules, c'était les proxys, bien évidemment. Et aujourd'hui, ils saisissent l'occasion pour effectivement frapper la tête, qui est l'Iran, qui était le commanditaire. Alors effectivement, ça ne respecte pas le droit international. Mais les guerres ne respectent pas le droit international non plus, même si on a inventé le droit de la guerre. Donc en tout cas, c'est la stratégie d'Israël. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais c'est le choix qu'ils ont fait et soutenu par une partie de la population pour cette raison-là. Gérard, avant de nous quitter, vous connaissez si bien l'Israélien, cette logique qu'ils ont, quand on leur prend souvent hors caméra, ça me frappe, hein, qui dit de toute façon la guerre durera toujours. Il faut qu'on tape, parce que la guerre durera toujours. Est-ce que, selon vous, c'est une impasse? Alors, c'est évidemment le poids de l'histoire. Hein, c'est un siècle de lutte. D'abord de lutte contre le mouvement sioniste et ensuite de lutte contre l'État d'Israël. Donc c'est un siècle de guerre. Mais il faut quand même remarquer au cours de ces derniers mois, d'ailleurs comme je l'ai dit auparavant, grâce à l'action militaire d'Israël, il y a des transformations profondes. D'un côté, vous avez une sorte de logique qui dit Israël est entouré d'ennemis. Et la raison, c'est que non, c'est pas vrai. Israël a signé un traité de paix avec l'Égypte, a signé un traité de paix avec la Jordanie, avec les Émirats arabes unis. Les Saoudiens Il a d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite. Et le nouveau Liban et la nouvelle Syrie répètent qu'ils veulent parvenir à une non-belligérance, voire, dit le président syrien, à rejoindre les accords d'Abraham. Donc il y a en réalité une nouvelle réalité moyen-orientale, déjà dans les cas, mais cette réalité pour le moment elle est seulement militaire et il faut en faire de la politique. Et c'est cela qui manque aujourd'hui, c'est cette supériorité militaire écrasante d'Israël, ces transformations qui ont été la conséquence des opérations militaires israéliennes, c'est transformé ça en une véritable réalité politique. Et ce que je constate, c'est que aussi bien au Liban et en Syrie, c'est qu'Israël continue à bombarder, alors que peut-être il serait temps de faire de la politique. Gérard Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on poursuit cette émission en restant quelques instants sur le feu et le contre-feu des Iraniens. On a vu Batiam, voire Haïfa. Voilà, regardez ces images à Haïfa. Comment expliquer ça, Colonel Goya, comment expliquer qu'aujourd'hui, et ce soir encore, on l'a entendu Thomas Misraki, dans les prochaines heures peut-être, les Iraniens ont encore le moyen de frapper? Oui, bon, ils auront encore les moyens de frapper pendant un certain nombre de jours. Combien, je ne sais pas, mais ils ont encore du stock. Jusqu'à quand? Ah ben ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que c'est probablement... ça peut être la fin, ça peut marquer la fin de la guerre. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, tant que les Iraniens tireront des missiles, les Israéliens seront obligés de continuer au moins à essayer d'éliminer cette menace. Et donc la guerre ne s'arrêtera pas tant que au moins ça. Il y aura des tirs de missiles. Ils en tirent des salves de 50, 100 par jour. Au passage, effectivement, en 3 jours, ils ont percé plus le système de défense que pendant tous les 2 dernières journées, en avril et en octobre 2024. De ce point de vue, ils ont été plus efficaces, entre guillemets. Mais il leur faut aussi, effectivement, doser cet effort. C'est-à-dire, pour eux, c'est aussi une manière de montrer qu'ils continuent à lutter, qu'ils résistent, pour dire simplement. Et donc ça, c'est certainement le critère principal à regarder dans les jours à venir, c'est le nombre de missiles que les Iraniens continuent à envoyer. Sachant qu'un certain nombre sont évidemment interceptés, un certain nombre sont détruits également en Iran, autant que possible, préventivement. Et là, on peut avoir, à ce moment-là, à la fin, peut-être une pause. C'est à ce moment-là que les Israéliens devront dire, OK, voilà, nous, on estime que ça suffit. On a détruit, on a cassé le programme nucléaire, on a cassé la menace balistique. Ce résultat nous suffit et on arrête là. Ou alors, et c'est ça, là la vraie question, c'est est-ce qu'il faudra continuer? Est-ce que la tentation d'abattre le dernier véritable ennemi
d'Israël qui a encore une certaine consistance, est-ce que cette tentation sera trop forte et qu'on va continuer pour essayer d'abattre le régime, donc de changer complètement d'objectif? Ça, on verra. Pardon, mais je dirais que c'est au-delà du dernier ennemi d'Israël. Je dirais que c'est l'ennemi essentiel d'Israël. Car en fait, que sont le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et les autres sans les ayatollahs iraniens, sans le régime islamiste iranien, ils ne sont rien. Donc en fait, c'est vrai que ça aurait presque dû commencer à l'inverse. C'est-à-dire qu'Israël aurait d'abord dû attaquer les riz et ensuite s'occuper des autres. Le problème, c'est vrai que c'est qu'il y avait il y avait qu'une simple frontière entre le Hamas, le Hezbollah et Israël, alors que l'Iran est très loin. Mais pour parler de ce régime des ayatollahs, c'est dommage, l'ambassadeur est parti, j'aurais bien voulu répondre tout à l'heure à ce qu'il a dit. On ne peut pas dire qu'Israël n'ait jamais tenté de négocier. On ne peut pas balayer d'un revers de main toutes les négociations qu'il y a eu entre l'autorité palestinienne, avec les présidents américains, avec les premiers ministres israéliens. On ne peut pas dire qu'à chaque fois, il n'y ait pas eu un premier ministre, même qui soit allé très loin, en donnant presque tout. On le sait maintenant dans les mémoires des premiers ministres israéliens. On sait que certains avaient donné même la moitié de Jérusalem, enfin une grande partie de Jérusalem, une grande partie des territoires qui étaient réclamés palestiniens. À chaque fois, il y a eu un non, il y a eu un recul. Pourquoi ? Sans doute parce que dans la charte du Hamas, dans la charte des ayatollahs iraniens, il y a le désir absolu de détruire l'État d'Israël et de détruire les Juifs. Il y a eu en effet des premiers ministres israéliens qui ont voulu négocier. Yitzhak Rabin a été assassiné pour cela. Et le problème, par un extrémiste juif. Justement, par un extrémiste juif. Et le problème qu'il y a dans la situation d'aujourd'hui. Vous disiez, Sylvie Berman, tout à l'heure, que les Israéliens espèrent que ce soit la dernière guerre. On croit toujours que ce sera la dernière guerre. On comprend parfaitement pourquoi les Israéliens, aujourd'hui, en effet, soutiennent cette opération contre... Oui, l'ennemi existentiel. Le problème, c'est que cette guerre est menée par un Premier ministre qui est poursuivi pour corruption et dont on a parfois l'impression qu'il maintient la guerre justement pour éviter d'arriver devant le tribunal. Un Premier ministre qui a torpillé l'accord de 2015 et qui aujourd'hui a beau jeu de dire que les Iraniens, évidemment, poursuivent l'enrichissement d'uranium au-delà de ce qui est raisonnable. Un Premier ministre qui a une action sur Gaza qui relève des crimes de guerre, un Premier ministre qui bombarde le Liban, les déplacements de population à Gaza, c'est à ça que vous faites allusion, bien notamment. Sûr, et puis les bombardements de population civile, quand on prive d'une population d'électricité et d'eau, c'est un crime de guerre. Pardon, la guerre, c'est la fin de l'espoir, le début de la mort. C'est De Gaulle qui l'a dit, je l'ai déjà dit, et je le répète, c'est une phrase qui me paraît essentielle. Maintenant, c'est presque enfantin, de dire que Netanyahou, alors pour lequel je n'ai pas une sympathie particulière, dire que c'est un homme du passé et qu'il n'est sûrement pas un homme de l'avenir, ça c'est certain. Dire qu'il n'est pas l'homme du présent, ça c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il est en train de faire effectivement ce dont le peuple israélien a besoin. Élie Chouraki, vous êtes un humaniste. Oui. Vous reconnaissez ce que fait Benyamin Netanyahou en Cisjordanie? Mais je sais toute la douleur. Il n'y a pas le Hamas ni le Hezbollah en Cisjordanie. De ce qu'a fait le Hamas, je ne vais pas parler du 7 octobre, mais avant même. Vous ne partagez pas les positions d'Eli Barnavi, par exemple? Pas du tout. Il y a en Israël des gens qui s'opposent à la politique de Benyamin Netanyahou. De cette gauche, extrême gauche israélienne, c'est l'équivalent pour nous de la France insoumise. Donc je ne partage pas. Élie Chouraki, qu'on comprenne bien votre position. Oui. Il y a dans le gouvernement israélien, gouvernement israélien, il y a des ministres racistes, comme Smotrich ou Ben Gvir. Il y a des salauds partout. Si c'était le cas, rappelez-vous, quand c'était par exemple l'Autriche d'extrême droite, on boycottait. Est-ce que de la même façon, il faudrait boycotter ce gouvernement tant qu'il y a des ministres racistes dans ce gouvernement? Évidemment qu'il faudrait le boycotter. Vous êtes pour boycotter le gouvernement israélien? Évidemment qu'il faudrait un autre gouvernement. Le problème, comment voulez-vous... Mais soyez précis, vous êtes pour que la France boycotte le gouvernement israélien? Ah non. Moi je parle que les Israéliens boycottent leur gouvernement. Je suis que pour que les Israéliens fassent dégager le gouvernement le plus vite possible. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire tant qu'on est dans un état de guerre. Mais vous n'avez pas répondu, vous m'avez pas répondu. Est-ce que de la même façon qu'on boycottait des gouvernements d'extrême droite en Europe, on doit avoir un traitement plus indulgent pour Israël alors même qu'ils ont des ministres racistes? Ou bien, comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, la réponse est simple. On ne peut pas faire l'amalgame de deux extrémistes qui sont au gouvernement. Ils sont ministres. Avec l'ensemble d'un gouvernement et surtout l'ensemble d'une nation.
Je pense que ça, on ne peut pas le Une faire. nation, non, mais c'est ce gouvernement. Oui, mais c'est ce Non, mais gouvernement. oui. la moitié du peuple israélien était contre Benjamin Netanyahou. Mais l'entièreté Il a même. même failli, en fait, Mais pour aller dans votre sens, je dis partir l'entièreté. ce jour-là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec cette guerre, eh bien, le peuple israélien est derrière lui cette fois-ci. C'est ça qui change. Oui, mais C'est-à-dire, madame, autant sur Gaza, il y bien avait sûr. des critiques. Je vais la répondre. Il y Laissez avait répondre. une Laissez répondre. volonté de libération Oui, bien des sûr. otages qui Mais était c'est peut-être un dominante. problème. Mais aujourd'hui, les Israéliens sont derrière lui parce qu'encore une fois, il y a eu un espoir que la guerre s'arrête enfin. Pardonnez-moi, Alors, je dirais juste que les Israéliens ne sont pas derrière lui, les Israéliens Enfin, sont sont derrière derrière, c'est- Israël. Oui, Ils défendent, c'est, ils défendent leur droit à exister. Alors qu'on mais approuve il y a eu- ou non la politique d'Israël, je vous les laisse poursuivre, mais appuyons-nous sur cette image. C'est l'image la plus inouïe sans doute de la soirée. C'est la télévision d'État bombardée à Téhéran. Et tout est dans cette image. C'est-à-dire on comprend là que l'Israélien assume de vouloir plus que simplement casser le programme militaire nucléaire iranien. Ils veulent visiblement agir sur le régime et peut-être le changer. Regardez la séquence. که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استدیو Sylvie Berman, que dit cette séquence? Cette séquence-là, ce message, c'est un bombardement qui a un sens très précis. Oui, bien sûr. Alors les Israéliens le justifient par la présence de communications militaires, mais de toute façon, les radios et les télévisions sont toujours un symbole parce que c'est par là que passe la propagande. Et on se souvient que l'OTAN avait bombardé la télévision serbe quand il y avait eu ces frappes. Au passage, ils avaient bombardé également l'ambassade de Chine, mais ce n'est pas surprenant. Et c'est clair, le premier jour, on pouvait se dire ça visait essentiellement le programme nucléaire iranien, mais dès le deuxième jour, quand ils ont frappé le parc gazier de South Pars, c'était évident qu'ils s'attaquaient à toutes les structures du régime. Donc, ils veulent maintenant renverser le régime des mollahs. Je crois que c'est clair. Alors, Et, Oui, pardon, madame. Oui, alors est-ce qu'ils veulent le renverser eux directement ou l'affaiblir tellement qu'il y aura une réaction de la population iranienne? C'est ça la question. Mais je pense que d'emblée, contrairement à ce qu'on peut penser, d'emblée, le but était de faire disparaître ce régime. Il a été... je pense que les Israéliens ont vu qu'il y avait une fenêtre, qu'il y avait une possibilité et qu'elle ne se représenterait pas 1000 fois. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que... Alors, colonel, je me tourne vers vous parce que vous connaissez ça mieux que moi, mais c'est vrai qu'en 4 jours, se rendre pratiquement maître du ciel au-dessus de Téhéran, arriver à faire ce qu'ils sont parvenus à faire en si peu de temps, prouve que peut-être, dans les journées qui viennent, ils vont pouvoir renverser un régime et ensuite s'appuyer sur la population iranienne pour qu'elle retrouve enfin sa liberté. Oui, mais justement, là, à partir du moment où on se sent un peu invincible, où on est capable un peu de tout faire, la tentation est forte, justement, d'essayer de tout faire. Alors, en bon sens, je pense que... Je ne suis pas sûr. Mais non, mais je ne suis pas certain qu'il y ait forcément l'idée de changer le régime. En tout cas, il y a au moins l'idée de faire pression sur lui. Enfin, alors moi, je vous le garantis, hein, sans vouloir... D'accord, mais si vous n'en êtes pas certain, moi, j'en suis absolument certain. Mais il y a au moins l'idée de faire pression sur lui, au moins de le soumettre. Ou comme disait Napoléon, on s'engage et puis on voit. Donc on commence et puis on voit ce que ça donne. Encore une fois, il y a une première guerre qui est la guerre purement militaire, avec des objectifs purement militaires qui sera certainement gagnée par Israël. Ça, c'est à peu près certain. Puis il y a une deuxième guerre contre le régime. Et là, en réalité, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc je pense que voilà, on commence, on voit ce que ça donne. Oui, mais enfin, est-ce que c'est une manière de les forcer peut-être à négocier? Il y a un homme qui croit encore à la négociation. C'est imposé sa volonté. Il y a 2 hommes, il y a vous et Donald Trump. On va écouter Donald Trump qui dit, ce soir, on va l'entendre dans quelques instants, qui dit « J'espère qu'il y aura un accord, je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons ce qui se passera.
Nous verrons ce qui se passera. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait un accord. Donald Trump est forcé de dire cela tout simplement parce qu'il s'est fait déborder et qu'il essaye de reprendre la main, c'est-à-dire de faire comme si l'action d'Israël pouvait forcer les Iraniens à revenir à la table des négociations. C'est sa seule chance de ne pas apparaître comme le dindon de la farce. Mais je ne suis pas certaine qu'il n'aime pas du tout. Non, ce qu'il déteste. Mais outre le fait, à la limite, on se moque de ce que Donald Trump aime ou n'aime pas. La question est de savoir vers quoi nous allons exactement. C'est-à-dire, y a-t-il une issue politique? Et Benyamin Netanyahou est-il en train de défendre l'avenir d'Israël ou de fragiliser à long terme Israël en créant des haines et des détestations? C'est ça la question à se poser. Et dernier point, pour faire de la politique, il faut, une fois qu'on a en effet exercé sa force, être capable d'assurer le suivi. Y a-t-il un plan? Ce bombardement tellement symbolique de la télévision, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Cette idée de la guerre préventive. Il se trouve que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jean d'Ormesson, il aurait 100 ans aujourd'hui, et il défendait toujours l'idée que en 1935-36, il aurait fallu faire une guerre préventive à l'Allemagne, et puis on aurait évité peut-être des millions de morts. En 1938, Hitler à Munich avait dit « Les Juifs sont responsables du malheur du monde ». Voilà. Et si à ce moment-là, peut-être que les Européens s'étaient dit il y a un problème avec cet homme, il serait peut-être temps d'attaquer l'Allemagne, de bombarder, de faire tomber ce pouvoir et redonner le pouvoir au peuple, en tout cas à ceux qui veulent l'exercer normalement, peut-être qu'on n'aurait pas vécu cette tragédie. Ce que fait là Israël, est-ce que c'est une guerre préventive justifiable ou est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'ils emmènent le Proche-Orient et peut-être le monde à l'aventure? Les deux, c'est justifiable de leur point de vue, bien évidemment. Moi, je me souviens de la période Ahmadinejad, qui tenait des propos incendiaires sur la destruction d'Israël. J'étais directrice des Nations Unies, organisation internationale, j'allais souvent en Israël, et je leur disais, mais après tout, c'est un fou. Et ils m'ont dit, oui, on a connu un fou une fois, et on ne prendra pas le risque une deuxième fois. Donc pour eux, effectivement, l'Iran est l'ennemi existentiel. Maintenant, on ne sait pas comment cela va se terminer, effectivement. Et je pense qu'il y a une différence entre Gaza et l'Iran, parce qu'il y a une société civile en Iran qui déteste ce régime, alors qu'à Gaza, les frappes israéliennes disproportionnées génèrent des haines. Donc on verra comment ça se passera. Au bout de 4 jours de guerre, c'est très difficile de dire, voilà, ça va se passer comme ça. Que ce soit dangereux, oui, c'est dangereux aussi.